Alessandre était allongé sur son lit, immobile et silencieux. La pièce était remplie de mensonges et de triomphes. Sa femme Clara, avec qui il était marié depuis 3 ans, se tenait devant le miroir. Son téléphone en haut-parleur. Elle souriait comme si elle venait de gagner à la loterie. « Oui, maman, l'idiot est enfin mort, » dit-elle. La voix de sa mère, Sophie, était pleine de satisfaction. « Ah, si vite, je t'avais dit que ce sorcier était puissant. Cet homme connaît son travail. »« Oui, maman, ça a marché comme par magie. »« Bien, maintenant écoute attentivement, » poursuivit Sophie. « Rassemble tous les documents, ceux de la maison, des voitures, des comptes bancaires et tout ça. »« À quoi peux-tu penser, maman? Ne me manque rien. Je sais où il les garde. » « Parfait. Après ça, commence à pleurer et appelle tous les voisins. Je suis en route. » Mais Alessandre n'était pas aussi mort qu'elle le croyait. Non, il était bien vivant, allongé parfaitement, immobile, faisant semblant d'être un cadavre. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin d'entendre toute la vérité. Clara, la femme qu'il aimait et pour qui il s'était sacrifié, avait conspiré avec sa mère pour le tuer. Mais ce n'était même pas le pire. Ce que découvre Alessandre ensuite allait briser son cœur en 1000 morceaux. Revenons au début de l'histoire. Avant de poursuivre l'histoire, nous sommes sur la chaîne Les Best Histoires de Vie. Abonnez-vous à la chaîne pour me supporter, likez les vidéos, regardez régulièrement. Ici, nous vous racontons des histoires pour vous édifier, vous divertir et vous donner des leçons. Supportez-moi, continuez de liker, continuez de suivre et de partager autour de vous. Merci. Alessandre était un homme travailleur qui avait construit sa vie à partir de rien. Il aimait profondément Clara, la même femme qu'il avait envoyée à l'université, celle pour qui il avait financé un master à Paris. Il lui avait tout donné, mais quelque chose avait changé. La veille de sa mort supposée, ce soir-là, Alessandre rentra à la maison plus tôt que d'habitude, espérant surprendre sa femme en approchant de la chambre. Il attendit parler au téléphone à voix basse et s'arrêta à la porte et écouta. « Maman, es-tu sûre que ça va marcher? » La réponse de Sophie fut ferme. « Fais-moi confiance, Clara. Une fois que tu auras ajouté la poudre à son jus, il mourra. Ce sorcier n'a jamais échoué. » Clara rit doucement. « J'ai tellement hâte que ce monsieur meure. Je veux ma liberté. Maman, je veux vivre ma vie. » Il mourra demain, rassure sa mère. Suis juste le plan, assure-toi qu'il boive. Le sang d'Alessandre se glaça. Sa femme, l'amour de sa vie, planifiait de le tuer. Mais Alessandre n'était pas un idiot. Son cœur battait à tout rompre. Si Clara voulait sa mort, il allait lui donner exactement ce qu'elle voulait, mais à ses conditions. Le lendemain, Alessandre se réveilla tôt, faisant semblant que tout allait bien. Clara le salua chaleureusement, les yeux brillants d'excitation. « Bonjour mon amour, » dit-elle d'une voix inhabituelle, joyeuse. « Bonjour ma chérie, tu es particulièrement belle aujourd'hui. »« Oh merci, » dit-elle en rougissant. Alessandre partit travailler, mais revint à la maison dans l'après-midi comme prévu. Elle l'accueillit à bras ouverts et lui prépara en même temps sa boisson préférée, du jus d'orange. « Tu as l'air fatigué, » dit-elle en lui tendant le verre. « Bois ça, ça va te détendre. » Alessandre prit le verre et sourit avant de s'arrêter. « Clara, s'il te plaît, va chercher ma mallette dans la voiture. J'ai besoin de te montrer quelque chose de très important. » Elle hésita, mais finit par partir la chercher. Dès qu'elle fut sortie, Alessandre versa le jus empoisonné dans le levier et le remplaça par du jus frais. Quand Clara revint, il le but d'un trait. « Comment tu te sens ?» demanda-t-elle, tentant de cacher son impatience. « Un peu fatigué, » répondit Alessandre en se tenant le ventre de manière théâtrale. Quelques instants plus tard, il s'effondra par terre, faisant semblant d'avoir mal. « Chérie, chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» cria Clara en se précipitant à ses côtés. « Amène-moi au lit, » murmura Alessandre. Elle l'aida rapidement à se remettre au lit et le garda faire semblant de mourir. Alessandre fit de la mousse à la bouche et resta complètement immobile. Maintenant, revenons au début. Clara, confiante qu'Alessandre était mort, commença à rassembler tous les documents,
les titres de propriété, les relevés bancaires et tout ce qu'elle pouvait trouver. Elle les mit dans un sac et retourna devant le miroir pour s'admirer. Clara, tu es très intelligente, se dit-elle. Mais ensuite, elle fit quelque chose qui choqua Alessandre. Elle passa un appel. Bonjour Clara, dit-elle gentiment. Mon amour, répondit la voix de Clara. Oui, mon chéri, l'idiot est mort. Enfin, nous pouvons être ensemble. Oui, bébé, répondit Clara. Viens vite, j'ai déjà commencé à pleurer. Les voisins vont bientôt arriver. Le cœur d'Alessandre se brisa une fois de plus. Sa femme et son meilleur ami le traitent. La trahison était plus profonde qu'il ne l'avait jamais imaginé. Alors que Clara quitta la pièce en pleurant de façon théâtrale pour alerter les voisins, Alessandre passa à l'action. Il prit rapidement son téléphone que Clara avait laissé à côté de lui. Il appela Thomas, son colocataire et ami. Heureusement pour Alessandre, il était à la maison à ce moment-là. Il lui expliqua brièvement ce qui s'est passé. Il n'y a pas de temps pour tout expliquer maintenant. Je vais jeter la mallette par la fenêtre à l'arrière. S'il te plaît, viens la récupérer rapidement et mets-la en sécurité. Appelle ma mère et explique-lui tout ce que je t'ai dit. Dis-lui de jouer le jeu, car je sais que ma femme va bientôt l'appeler pour lui dire que je suis mort. Dis-lui d'expliquer tout à tout le monde dans la famille et qu'elle vienne chercher mon corps. Quand il eut fini de parler à Thomas, il retourna se coucher, fit semblant d'être mort. Certains voisins vinrent le consoler, certains demandaient comment il était mort. Et Clara répondit qu'il était rentré plus tôt du bureau, en criant mouvante au ventre, et qu'il lui avait demandé de l'aider à se mettre au lit, ce qu'elle avait fait, et que la seconde après, il avait arrêté de respirer. Elle continua à pleurer. Quand les voisins furent partis, elle retourna devant le miroir pour s'admirer. Oh Clara, tu es intelligente. Maintenant, tu ne seras pas seulement libre, mais aussi très riche. Clara n'avait jamais aimé Alessandre, mais plutôt son argent. Elle aimait l'idée de l'amour d'Alessandre pour elle. Elle savait que c'était un homme bien et qu'il aimait sincèrement. Mais elle était une femme très avide, qui voulait toujours récolter là où elle n'avait pas semé, tout comme sa mère. Elle voulait une vie de grande fille facile, mais elle n'avait jamais voulu travailler pour cela. Jusqu'à ce qu'elle raconte à Alessandre, elle l'avait épousé pour son argent et n'avait jamais prévu de rester avec lui. Il était très malheureux qu'un homme bien comme Alessandre soit la victime. Sophie et Clara arrivèrent. Elles étaient très excitées. Tout se passait comme prévu. Maintenant, Clara demanda: « Où devons-nous l'enterrer? » « Oh non, maintenant que diras-tu à la famille de ton mari? Nous devons faire en sorte que ça ait l'air naturel. » C'était un empoisonnement au travail, mais tiens ce que tu as dit aux voisins, dit Sophie. Ça me va, ajouta Clara, et continua. Tu vas appeler sa mère et lui raconter ce qui s'est passé pour qu'elle puisse l'amener à la mort. Au moment où ils feront l'autopsie, ils découvriront que c'était un poison. Alors ils croiront à ton histoire de retour précoce à la maison avec de fortes douleurs au ventre. Ils ne sauront pas que c'est toi qui l'as empoisonné. Elle était vraiment heureuse, trop heureuse pour se souvenir de la mallette. Clara leur avait dit plutôt qu'elle était en sécurité. Tout ce qu'elle voulait, c'était de se débarrasser du corps d'Alessandre comme prévu. Clara appela la mère d'Alessandre en gémissant et en pleurant. « Maman, Alessandre. »« Oui, qu'y a-t-il avec Alessandre ?» demanda la mère d'Alessandre. « Maman, il est mort. »« Quoi? Comment? Quand? Où est-il en ce moment? »« Maman, il est à la maison, répondit-elle. »« Mon fils ne peut pas mourir, ajouta-t-elle. »« Maman, il est rentré plus tôt que d'habitude en criant mon enfant, et il m'a demandé de l'aider à se mettre au lit pour se reposer. Ce que j'ai fait. Après un moment, il a arrêté de parler, j'ai essayé de le réanimer, mais maman, mon mari est parti. D'accord ma chérie, j'arrive tout de suite, mon fils ne peut pas mourir. Environ 2 heures plus tard, la mère et les membres de la famille d'Alessandre arrivèrent. Les pleurs de Clara s'intensifient. La mère, qui était déjà au courant de ce qui se passait, allait s'asseoir à côté d'Alessandre et pleura comme si elle ne savait rien. Alessandre ouvrit les yeux et raconta à sa mère qu'il avait planifié et placé une caméra quelque part dans la maison. Elle devait la récupérer et l'amener, en leur disant qu'elle l'a menée à la mort. Puis, il fera de nouveau les yeux. Sa mère fit comme il avait dit et amena le corps à la mort.
soi-disant pour aller directement à un hôtel de là-bas. Comme Alexandre l'avait demandé, il ne voulait que personne ne le voie. Quand il arrivait à l'hôtel, Alexandre expliqua tout à sa famille, comment il avait tout entendu et joué de la mort juste pour obtenir plus d'informations. Ils furent surpris. Ils ne pouvaient pas croire que leur belle-fille aimée puisse être si méchante. Pendant ce temps, de retour à la maison d'Alexandre, il y avait une grande fête en attendant la décision de la famille concernant le corps. Le 30e jour après la mort supposée d'Alexandre, Sophie appela Clara. Clara, s'il te plaît, va vérifier cette mallette et assure-toi qu'elle est en sécurité. Je ne veux pas attendre d'histoire. Oh maman, ne t'inquiète pas, je connais ma maison mieux quiconque. Personne ne peut trouver l'endroit où je l'ai gardé. Sauf mon mari, mais comme il est mort, personne ne le peut. Je comprends, s'il te plaît, va vérifier, je n'ai pas un bon pressentiment. D'accord maman, j'y vais. À leur grande surprise, quand elle vérifiait l'endroit où elle avait rangé la mallette, elle n'était plus là. Clara se mit à transpirer abondamment, elle ne savait pas quoi dire à sa mère. Je suis fini, j'ai tué mon mari. Elle appela immédiatement sa mère. Maman, je ne trouve pas la mallette. Quoi? Tu ne peux pas. Tu dois plaisanter. Clara, tu m'as tué. Comment peux-tu être aussi négligente? Je suis en route. Au fait, l'as-tu appelé? D'accord. Non, maman, répondit-elle. Elle rapprocha immédiatement et appela David. S'il te plaît, viens à la maison. Maintenant, c'est la panique. Quelques instants plus tard, David et Sophie arrivaient alors que Clara essayait d'expliquer qu'elle n'arrivait pas à trouver la mallette. Son téléphone sonna. Elle fonça les soucis. En le sortant de son sac, le numéro était inconnu, mais elle répondit quand même. Allô? Allô, Clara? Dit une voix familière. Son cœur s'arrêta. C'était la voix d'Alexandre. Clara se figea les yeux grands ouverts. Qui est-ce? La voix poussant. Tu ne reconnais pas la voix de ton mari? Ne t'inquiète pas, Clara. Je te verrai bientôt. La ligne coupa. Clara laissa tomber le téléphone comme si était brûlant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, bégaya Clara. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être ça, s'exclama Sophie. David intervient. Calme-toi, car c'est probablement une plaque, ignore ça. Mais Clara n'arrivait pas à l'ignorer. Elle se mit à transpirer et son esprit s'emballa. Elle reconnut la voix d'Alexandre. C'était bien lui, mais comment? Mais Clara... Et ce soir-là, Clara, Sophie et David se rassemblèrent dans la maison. Dans le salon, les trois conspiratrices étaient à bout de nerfs. Tu dois te détendre, dit David. Il n'y a aucune chance qu'Alexandre soit vivant. Tu l'as vu mourir de tes propres yeux, n'est-ce pas? Oui, exactement, et nous avons suivi les instructions de ce sorcier à la lettre. C'est peut-être quelqu'un qui essaie de te faire peur. Clara secoua la tête. Vous ne comprenez pas, je connais la voix. C'est elle. Pendant qu'elle discutait encore, la mère d'Alexandre appela Clara et lui dit qu'ils allaient l'enterrer le lendemain. Il n'y a pas de raison de garder son corps. Mon fils est déjà mort. Laissons-le reposer en paix. Clara fut soulagée, mais elle était toujours inquiète de la voix qu'elle avait entendue. Elle était certaine que c'était celle d'Alexandre. Au moins, tu peux te reposer maintenant que tes soucis sont derrière toi. Il est parti et nous ne devrions nous soucier que de la façon de récupérer la mallette, dit Clara. Oui, ajouta David. Le jour de la cérémonie funéraire, Clara continua à pleurer de façon feinte. Oh mon mari, tu étais un homme si bon. Pourquoi m'as-tu quitté si tôt? Je n'ai même pas pu te donner un enfant. Clara avait avorté plusieurs enfants d'Alexandre parce qu'elle ne voulait pas avoir d'enfant de lui, puisqu'elle avait un plan. Sophie cria encore plus. Oh, mon Jean, si gentil, attentionné, pourquoi m'as-tu fait ça? David ajouta. Il était un effet, mon meilleur ami. Un peu comme un frère pour moi, je ne t'oublierai jamais, mon ami. Repose en paix, mon ami. La famille d'Alexandre était très irritée par leurs prétentions, mais ils continuaient à jouer le jeu. Alors qu'un pasteur était sur le point de prêcher, ils attendirent des sirènes très fortes s'approcher du centre de l'événement. Tout le monde se demandait qui arrivait. C'était pensé que c'était un ami d'Alexandre ou un politicien qui venait rendre un dernier hommage à Alexandre avant qu'il ne soit enterré. Les voitures s'arrêtèrent. À la surprise générale, Alexandre sortit, vêtu de noir de la tête aux pieds. Tous ceux qui le connaissaient prirent leurs jambes à leur cou en criant « Fantôme, fantôme !» Clara se figea sans voix. Elle ne pouvait ni courir ni pleurer.
Sa tête tournait, le pasteur appela. « S'il vous plaît, revenez, ce n'est pas un fantôme, c'est un homme réel en chair et en os comme vous. » Ils étaient stupéfaits, mais réussirent à retourner au centre de l'événement. Alessandre raconta tout ce qui s'était passé et la foule fut surprise. « Quelle femme diabolique tu es, Clara » murmura quelqu'un. « Mais ta mère est encore plus diabolique et dangereuse. » Pendant qu'ils étaient encore sous le choc, la police entra. Alessandre les désigna. « Ce sont les personnes maléfiques qui ont essayé de me tuer. Sans la grâce de Dieu, je serais mort à l'heure là. » Monsieur l'officier, arrêtez-les. Alessandre avait déjà une déclaration opposée aux police plus tôt. Il leur avait montré les preuves. Clara tomba à genoux, des larmes coulant sur son visage. « Alessandre, s'il te plaît, je suis désolé. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. » « Épargne-moi ça, répondit-il avec un air de reproche. « Je t'ai aimé, Clara. Je t'ai tout donné. Et c'est comme ça que tu me remercies. Tu mérites tout ce qui va t'arriver. » Clara, David et Sophie furent arrêtés et accusés de conspiration pour meurtre. Condamnés à plusieurs années de prison, Alessandre regarda la police embarquer Clara, David et Sophie dans leur fourgon. Elles criaient, suppliaient et protestaient, mais elles ne pouvaient échapper au poids de leurs crimes. Les preuves étaient accablantes. Les enregistrements vidéo, les analyses de poison et les aveux de ce sorcier qui était arrêté plus tôt. Les voisins qui s'étaient rassemblés pour assister à l'agitation murmurant entre eux. Comme une si belle femme pouvait-elle aussi être méchante? Comment avait-elle pu trahir l'homme qui l'aimait tant? Alors que le fourgon s'éloignait, Alessandre se tenait là. Le cœur lourd mais soulagé, la justice avait été rendue. Mais les cicatrices de la trahison mettraient du temps à guérir. Clara, dépouillée de sa beauté et sa fierté, passa ses journées à réfléchir à ses choix. Elle écrivit des lettres à Alessandre depuis la prison, le suppliant de lui pardonner, mais il ne répondit jamais. La leçon de morale de l'histoire d'Alessandre. Ne faites pas confiance aveuglément, même aux proches. Les actes malveillants entraînent des conséquences. Amour et sagesse. L'amour doit être fondé sur le respect mutuel, la sagesse, pas sur des intérêts égoïstes. Marc apprend à être prudent, réalisant que même l'amour peut être manipulé par la cupidité. Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo. Quelle leçon vous avez tiré de ça? Abonnez-vous à notre chaîne, likez, commentez et restez scotché pour les nouveaux épisodes. Merci.